bienvenue. C'est un moment spécial que nous vous proposons maintenant à l'occasion de la sortie des mémoires de Serge et Beat Klarsfeld. Nous avons demandé à leur fils Arnaud d'interviewer ses parents. Il y a des familles dans l'histoire qui évoquent la folie, les guerres ou l'art. Eh bien, la famille Klarsfeld évoque, elle, la justice. Serge, Beat ont imprimé au siècle la marque de ce seul combat avec constance, avec éclat. Lui, le juif de Roumanie, elle, la jeune fille d'une Allemagne qui, dans l'ensemble, a voté Hitler. Ils ont mené ensemble, depuis les années 60, cette même lutte. Alors on s'est dit, qui mieux que Arnaud, leur fils, pour revenir sur cette vie? Un Arnaud fidèle à lui-même, un Arnaud bon fils qui vit dans le même immeuble que ses parents. Il partage d'ailleurs avec eux une passion pour les animaux. La séance s'est déroulée en présence d'un chat, Matou, qui s'est laissé caresser et qui ignorait sans doute la teneur des questions et leur portée. Voilà, en leur demandant s'ils avaient souffert de la faim, en se demandant s'ils remarquaient avec humour que Serge et Beat lui rapportaient toujours du fromage, Arnaud a sorti son père et sa mère du cadre d'un livre en promotion. Voici donc ce moment exclusif. Je remarque que tu m'amènes souvent du fromage, des provisions, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu faim en 1945? Enfin, tu te souviens d'avoir eu faim après la guerre? Bien sûr, pendant la guerre, j'étais à Berlin, on a été évacués, il n'y avait pas grand-chose à manger. À Berlin, heureusement, il y avait des Américaines qui nourrissaient parce qu'on était entourés des Russes, donc on était nourris avec les avions qui nous envoyaient la nourriture sur Berlin. On ne mangeait pas de la viande, on mangeait des choses très simples, c'est ça. Enfin, on ne mourait pas de faim. Et toi? Une tartine de pain beurré représente toujours pour moi le summum de l'assouvissement de la faim. Et puis aller dans un marché à Paris, au marché de la Porte de Saint-Cloud, ben, je suis émerveillé parce qu'à la fin de la guerre, quand je faisais le marché, je faisais une demi-heure la queue pour les pommes de terre et il y avait très peu de variété dans les stands, tandis qu'aujourd'hui, il y a une infinie variété. Je pense que pour tous ceux de ma génération, c'est la même sensation. Scène de la cachette, à Nice. C'est une scène que j'ai racontée souvent, mais elle évoque surtout pour moi ce qui se passait pour les enfants juifs en Europe, parce que beaucoup d'enfants ont été cachés par leurs parents à la dernière minute pour échapper. Et très peu ont pu survivre. Nous avons survécu parce qu'on était derrière la cloison une fausse cloison en contreplaqué dans un placard qui était profond. Ma mère, ma sœur et moi. Et l'Allemand qui est entré dans le placard a repoussé les vêtements sur la tringle, mais il n'a pas touché, il s'en fallait de quelques centimètres, qu'il ne touche le mur, ou ce qu'il supposait être le mur, et qui n'était pas un mur. Nous savions que si on nous découvrait, on allait mourir, puisque c'était notre père qui nous l'avait dit. Il avait dit, moi je suis costaud, je survivrai, mais vous ne survivrez pas. Et Beat aussi, quoi, des dangers à Berlin avec les bombes? Non, parce que quand Berlin bombardait notre appartement, on avait déjà quitté Berlin pour se mettre chez des parents à l'extérieur de Berlin. Mais enfin, je me rappelle encore quand ça a commencé, la sirène retentissait, on demandait d'aller dans la cave. On se cachait dans la cave. Ah oui, je me rappelle. En plus de la sirène et en plus, dans les cours à l'époque, on nettoyait les tapis, on avait une grande installation et on mettait les tapis, on les frappait pour les nettoyer. Et il y avait une cloche qu'on mettait et le concierge tapait sur la cloche pour dire voilà, les avions vont arriver. C'est l'État qui vous a envoyé en dehors de Berlin? Non, c'était des parents qui avaient une boulangerie à Havelberg et puis donc on était là-bas, mon père était dans l'armée et puis on l'attendait après la fin de la guerre, les Russes sont venus à Havelberg
Et puis mon père avait quitté l'armée, il était prisonnier chez les Anglais, qui finalement l'ont relâché rapidement, heureusement, parce que quand je suis après à Berlin à l'école, on demandait au début alors ton père, et beaucoup d'élèves répondaient mais mon papa n'est pas revenu, il est mort en Russie. Donc, et mon père était aussi en Russie, mais il était très malade, alors on l'a renvoyé vers l'Allemagne et il a passé finalement la fin de la guerre dans un bureau. Heureusement pour lui. Il a eu de la chance. Ouais. Un sujet qui n'a pas été abordé par les journalistes, mais qui est pourtant dans le livre, c'est la place des animaux en général dans votre vie. C'est-à-dire en quoi les animaux ont été utiles à la chasse aux nazis, ou alors à l'équilibre. Parfois, il m'arrive de dire que les animaux avaient la priorité sur les juifs, sur les nazis. C'est vrai dans la vie quotidienne, hein, parce que on se lève avec les animaux, on se couche avec les animaux. Les animaux, c'est pas quand même des grands bestiaux, ce sont des chats et des chiens. On a toujours eu, ou presque tout le temps, 2 chats et 2 chiens. On a eu aussi un singe. Et un singe également. Oui, Katia, qui venait du Brésil, et dont je disais, parce que Barbie n'avait pas encore été arrêtée, je disais, nous l'avons ramenée, c'est Barbie, miniaturisée. Voilà. Et pourquoi tu étais au Brésil? C'était en 73. Pourquoi tu étais au Brésil à ce moment-là? Parce qu'il fallait monter une tentative d'enlèvement de Klaus Barbie par des opposants boliviens. Et donc Régis Debray et moi, nous sommes allés au Chili, et du Chili jusqu'à la frontière bolivienne, rencontrer les responsables de l'opération. La tentative a avorté, mais nos amis qui se sont montrés relativement incompétents sont devenus ministres de la Sécurité 9 ans après, et c'est eux qui ont fait expulser Barbie du Chili, en liaison toujours avec Régis Debray, enfin expulsé de Bolivie, je veux dire, toujours en liaison avec Régis Debray et moi. Et heureusement, Régis Debray était à l'Élysée comme conseiller spécial du président Mitterrand, et donc on a pu obtenir cet enlèvement légal. Et quand tu étais à Beyrouth pour intervenir pour les otages juifs, tu avais peur? En principe, je suis arrivée à Beyrouth, j'étais quand même pas très rassurée, parce que quand j'étais à l'hôtel, j'ai entendu dans la rue des jeeps qui passaient, et des jeunes qui tiraient avec leurs fusils dans l'air. Donc j'étais quand même plus ou moins en danger. Bien entendu, j'ai eu contact avec un journal où j'ai mis justement l'annonce que je me propose comme otage pour faire libérer les juifs à Beyrouth. Mais non, c'était quand même, j'ai passé 3 semaines là-bas, et je sortais pas trop toute seule dans la rue, parce que bon, c'était quand même connu que j'étais là, et c'était facile de me 3 semaines. Et Serge, tu as passé combien de temps? Pardon? Tu es resté combien de temps, toi? Moi, je suis resté 3 jours ou 4 jours, et c'est l'ambassadeur qui... à la suite d'ailleurs d'une intervention de Roland Dumas, c'est l'ambassadeur qui m'a sauvé en me téléphonant le matin, en disant vous ne passerez pas la journée, et il m'a envoyé 2 voitures de gendarmes, 2 voitures blindées qui m'ont ramené dans le secteur chrétien, parce que j'ai tenu à aller dans le secteur musulman et à dire publiquement que ceux qui avaient tué les otages juifs se conduisaient comme des nazis. Bon, probablement je ne serais pas resté vivant. En tout cas, j'ai été accueilli par l'attaché militaire, et quelques semaines après, il a été assassiné par une bombe dans le parking. Il y a un autre sujet avec tous les interviews que j'ai vues, que personne n'aborde, c'est l'engagement, enfin en France en tous les cas, c'est l'engagement pour Israël. Pourtant, l'engagement existe dans les mémoires. Enfin, vos actions pour Israël existent. Beat qui est allée en Syrie pour demander la libération des prisonniers israéliens après la guerre de 73, et à Beyrouth, enfin tous les trucs dangereux. Et étonnamment, les journalistes français font comme si ça n'existait pas. Alors comment ça se fait qu'une partie de la gauche veut faire comme si l'engagement... C'est pratiquement
tous les journalistes éludent la partie défense des Juifs dans le monde. Finalement, Beat était dans l'Argentine des colonels, dans la junte uruguayenne, et puis effectivement, oui, on n'en parle pas, non. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Oui, mais pour Israël, Rabat, le sommet des États arabes à Rabat, à Alger. Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de la Syrie, ils ne parlent pas de l'Iran. Pourquoi ils ne veulent pas en parler? du Liban. Et pourquoi ils ne veulent pas en parler? Ils ne veulent pas en parler parce que ça pose peut-être le problème de l'amitié que nous avons, l'affection que nous avons pour Israël, et qu'ils savent que c'est un sujet qui divise l'audience et ils préfèrent ne pas en parler, ou bien alors c'est par antipathie pour Israël, tout simplement. Et comment tu crois que la situation va évoluer avec les relations entre la France et Israël? Alors, je ne sais pas comment elles évolueront. Elles évolueront comme évoluera le problème entre Israël et le monde musulman. Donc on ne peut pas savoir. Et la situation, à moi, me paraît bloquée. Israël ne peut vivre pratiquement que, je dirais, au jour le jour, avec comme ligne à long terme d'assurer la sécurité de l'État d'Israël. Voilà, tant qu'il n'y a pas de nouvelles perspectives émanant de grands changements, et pour le moment, on voit d'ailleurs, il y a des grands changements, puisque le monde sunnite et le monde chiite s'affrontent. On ne sait pas ce qu'il y aura dans 10 ans, dans 20 ans. Et en tout cas, il faut se protéger contre le danger nucléaire, puisque Israël est une cible toute désignée. J'ai lu dans les mémoires que tu disais qu'avant la guerre, il y avait 9 millions de Juifs en Europe. Maintenant, il n'y en a plus que 2 millions. Est-ce que tu crois que la tendance historique est finalement que les Juifs s'en aillent de l'Europe? Il y a moins de 2 millions de Juifs en Europe. Les Juifs quittent l'Europe et quitteront l'Europe si l'Europe devient populiste. Elle ne peut être que xénophobe dans ce cas-là. Mais quand elle est populiste et xénophobe, c'est toutes les minorités qui sont victimes, enfin, ou presque toutes, et en particulier la minorité juive devient responsable de tout ce qui va mal. Et pour l'instant, ils quittent en raison des attentats islamistes ou en raison plutôt des... Tout à fait. Mais demain, imaginons qu'un parti d'extrême droite prenne le pouvoir en France ou ailleurs, les Juifs de ces pays quitteront en partie ou en totalité, quitteront ce pays où ils ne seront plus considérés comme des citoyens à part entière, mais comme des minorités inassimilables. C'est-à-dire qu'ils devraient faire tête basse, quoi, vis-à-vis de la mémoire. Ou alors devenir maranes. Ce que j'ai appelé des maranes politiques dans un grand... Ce que moi j'avais appelé avant. Ouais, une seconde. Quand on lit vos mémoires, on a à la fois l'impression de lire un roman d'espionnage, un témoignage et aussi une belle histoire d'amour. C'est vrai. Espionnage, on ne peut pas trop dire espionnage, parce que nous, c'était découvrir des criminels. Policiers. Plutôt policier que espionnage. Mais donc c'est témoignage, oui, mais témoignage d'une période de l'histoire française et allemande. Et puis le roman d'amour, il est toujours là, hein, parce que... Le bonheur avec les enfants, les petits-enfants, avec les animaux, oui, tout ça, c'est exprimé. Et avec un fils vigilant, au sens de veillant sur ses parents, hein, ça c'est aussi... Donc c'est un livre qui se lit facilement pour... il a l'intérêt de montrer comment nous avons agi. Et puis ça se passe dans beaucoup de pays, et puis il y a plein de péripéties, voilà. Et ça se termine bien.
Et ça se termine, enfin, c'est pas encore terminé. Non, mais enfin, le livre se termine bien, bien. mais il nous reste une dernière étape. Et peut-être il y a encore une deuxième autobiographie à faire si on vit encore 50 ans. Voilà. Voilà, c'était un moment assez unique que nous ont accordé les Klarsfeld, un moment que vous pourrez revoir sur le site de notre chaîne www.i24news.tv dans la catégorie replay. Cet entretien que nous ont accordé les Klarsfeld est bien évidemment lié à la sortie du livre Mémoire. C'est une coédition Fayard-Flammarion. On est très heureux qu'Arnaud ait accepté ce petit jeu. On est heureux également que Serge et Béate nous aient accordé un moment de leur intimité. Merci beaucoup. À demain. Merci David Gombin. Merci Alexandre Azilbadé.